Il est bon de se rappeler les termes en lesquels on avait présenté ce Tour de France. On allait assister, prévoyaient les spécialistes, à un duel entre Miguel Indurain et Tony Rominger. Pour arbitrer ce match, on avançait les noms de Zoulet, de Chiappucci, de Leblanc, de Bugno ou de De Las Cuevas. On avait aussi un regard sur les derniers tours de Charlie Mottet et de Greg LeMond. On pensait tenir là les vedettes des premiers jours du Tour, mais Laurent Jalabert, le sprinter français, et Wilfried Nelissen, le néerlandais, vont bientôt, malgré eux, faire parler d'eux dès le lendemain. Pour Eddy Seigneur, le Tour a même failli s'arrêter là. Heureusement pour le Français, il poursuivra sa route jusqu'à Paris. On en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, on croit encore au duel. Et le croisement entre Rominger et Indurain sur la route du prologue de Lille fait figure de symbole. Les deux hommes vont d'ailleurs monter sur le podium de ce prologue. Tony Rominger en 3e position, Miguel Indurain à la 2e place. Premier arbitre du duel, Chris Boardman, l'anglais. Un record de vitesse sur le Tour et en prime cette image incroyable. Boardman rejoint Luc Leblanc, l'un des meilleurs coureurs du monde, après moins de 7 km de course. À plus de 55 de moyenne, Boardman est le 2e anglais à s'emparer du maillot jaune, après Tom Simpson, le 2e, mais pas le dernier. Félicitations, comme lui, il a été sous le charme. Entre Rallye et Armentières, le Tour va prendre ses marques. Comme traditionnellement, on est prêt à donner la parole aux sprinteurs. Et le regard que l'on porte sur la course ce jour-là est clair. On étudie les forces des sprinteurs en présence. Miguel Indurain porte le maillot vert, mais on sait que ce n'est pas pour très longtemps. Puisqu'on surveille les sprinters, on jette un coup d'œil sur Laurent Jalabert. Mais force est de constater que c'est plutôt l'équipe Nové Maille de Wilfried Nelissen qui se présente comme le patron du peloton. À Armentières, en effet, on va parler de Nelissen et de Jalabert, mais pas tout à fait dans les termes espérés. Ce sera difficile de battre Abdou Japarov dans ce final. Abdou Japarov très bien placé, qui part en costaud, mais c'est Nelissen qui est à gauche de votre écran. Nelissen, Abdou Japarov, c'est le match pour l'instant. Nelissen, Abdou Japarov, Nelissen à gauche de l'écran. Nelissen, une chute terrible. Quelle chute, victoire d'Abdou Japarov devant Ludwig. Premier Abdou Japarov, deuxième Ludwig. Terrible chute avec Jalabert, avec oh là là, Nelissen qui a chuté très très lourdement. Terrible chute à gauche de la route. Un policier imprudent, une erreur humaine. Nelissen et Jalabert vont quitter le Tour. Leur longue convalescence va commencer et le Tour repartira sans eux. Ah, on allait oublier, Abdou Japarov a gagné l'étape et Boardman est toujours en jaune.
sommes le 4 juillet, date de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. Le Tour de France prend des allures de classique wallonne ou de 4 jours de Dunkerque. Les chutes sont nombreuses, déjà trop nombreuses. Tandis que l'on soigne les premiers bobos, Peter de Klerk et son équipe Lotto, qui joue à domicile en Belgique, s'emparent du maillot à pois en passant en tête au sommet des monts des Flandres. Mais la première véritable échappée du Tour 94 met en scène le champion de France, Jackie Durand, et un Néo-Zélandais, Swart. L'échappée va tourner court, elle aurait pu même se terminer bien plus tôt pour Jackie Durand, l'acrobate. L'occasion était belle pourtant de vivre une revanche entre la France et la Nouvelle-Zélande après la victoire des rugbymen tricolores face aux All Blacks. Un dernier geste pour donner un ton fair-play au Tour 94 et on s'achemine une nouvelle fois vers un sprint massif. Impossible de se prononcer à vitesse réelle, il faudra prendre de la hauteur pour voir Van Poppel en maillot à pois battre Olaf Ludwig. Le cyclisme est aussi un sport d'équipe, notamment le 5 juillet entre Calais et Eurotunnel, le jour de tous les malheurs pour l'équipe GAN. Premier malheur pour Chris Boardman, le mécano roulant. Tous ses équipiers ce jour-là connaîtront des malheurs. Physiques, mécaniques, tous seront distancés un instant. Pas de souci véritable pourtant pour la majeure partie de l'équipe. Seul Greg LeMond, lâché dès la première difficulté, montre d'inquiétants signes de lassitude. Difficile d'accrocher la locomotive Boardman pour Doshva, mais aussi pour Seigneur qui frôle la catastrophe dans ce virage. Résultat du chrono, Boardman abandonnera son maillot jaune. Puisque Boardman, le malchanceux, a laissé la voie libre, on envisage alors la précoce prise de pouvoir de Miguel Indurain, mais les Motorola et les GBMG feront mieux que les Banesto. Bonne opération donc pour les Motorola qui placent 3 hommes dans les 10 premiers, dont Sean Yates qui a une petite idée derrière la tête, bientôt
on sera chez lui. Mais c'est finalement la victoire d'étape des GBMG qui propulsera Yohan Mousseou sur le podium du maillot jaune. Ce n'est pas une première pour le Belge déjà en jaune l'an passé, première en revanche pour le Tour de France qui s'offre un voyage sous la Manche. Embarquement direct pour Douvres, Angleterre. Avete niente da dire? Il faut bien s'y faire, le Tour de France va rouler à gauche pendant 2 jours, ce que n'apprécie sans doute pas Didier Rousse, victime d'une chute dès les premiers kilomètres de l'étape Douvres-Brighton. L'Angleterre, en revanche, semble réussir à Magnin, le sprinter de l'équipe Casto, et à Francisco Cabello, le petit Espagnol de la Kelme. Le peloton semble même un instant se désintéresser de l'échappée, peut-être trop occupé ce peloton à savourer l'accueil du public anglais. Aujourd'hui, c'est Sean Yates qui reçoit. A kiss à la famille, et l'on retrouve la course avec une crevaison qui aurait pu être fatale à Cabello et un contre de Vanzella qui le conduit tout droit vers son premier maillot jaune. Plus frais que Magnin dans le final, Cabello va gagner l'étape et Vanzella, l'équipier modèle, va connaître enfin son heure de gloire. Tout ceci est assez moral après tout. Ce que l'on retiendra avant tout du passage en Angleterre, c'est l'accueil incroyable réservé aux coureurs. On chiffrera même à plus d'1 million la foule recensée chaque jour au bord des routes. Une foule qui ne connaît sans doute ni Pascal Hervé, ni Ligeti, et encore moins Van Hooijdonk ou Périni, mais l'Angleterre fait la fête au Tour de France, et c'est cela que l'on n'oubliera pas. Un autre qui n'oubliera pas Portsmouth, c'est bien Nicolas Minali. Il va battre tous les grands du sprint, Ludwig, Martinello, Svorada, Abdoujaparov et Van Poppel, tous les meilleurs qui lui promettent une revanche dès le retour sur le continent, retour prévu par la voie des airs cette fois-ci.
Welcome in Normandie, bienvenue Thierry Marie. Le Tour de France est toujours fait de sourires et de larmes, de jouissance et de souffrance. Ce jour-là, près des plages du débarquement, le héros malheureux est américain, vainqueur de 3 Tours de France. Il s'en va par une petite porte et on ne s'habitue toujours pas à ces images-là. Un Américain qui s'en va et un Allemand, Aldag, vainqueur du sprint de Sainte-Mère-Église. Le Tour de France joue avec l'histoire et c'est bien ainsi. Il reste à désigner le vainqueur de l'étape. Les GBMG, coéquipiers du maillot jaune, jouent bien sûr sur un sprint massif, mais comme la veille, un Italien, cette fois-ci c'est Bortolami, va venir piéger les sprinteurs habituels en profitant d'une échappée où l'on a reconnu au fond de l'écran Sean Yates, 46 secondes d'avance à Rennes. Cela suffit à l'Anglais pour prendre le maillot jaune un jour seulement après le passage du Tour, devant sa maison. Sean Yates est en jaune depuis longtemps quand Roger Leger attend toujours Didier Rousse, son coureur blessé qui lutte contre le chronomètre et les délais d'élimination. Ah ça, il reste une 0,5. Il est là à quelques hectomètres de la ligne. Allez, à lui de Rennes. On l'accompagne par des applaudissements pendant. Il est là-bas. Hein. Salut, voilà le jury des commissaires se réunira bien entendu, mais pour l'information, il est en dehors des délais pour 6 petites secondes. Pour 6 secondes. Oh, ils vont l'empêcher, putain, le mec il reste tout seul. Mais Roger Leger attend aussi Greg LeMond monté dans la voiture balai. Pardon. Regarde ma voiture, on s'en va. Là. Chaque fois, j'espère que ça va tourner. Là. Et ensuite, Massimilio est allé, donc après, donc ça a cassé en deux. C'est parti du bloc du. Et là, c'est très bien. Michel pour Roger. Je veux dire, ça a souri à Sean. Michel pour Roger. Tu viens en voiture, moi, vous savez? Oui, je te reçois, Michel. Oh, c'est bon, ils l'ont empêché. Super. Reçu, ils l'ont repêché. Ils l'ont repêché. Super. Il a repêché. Le peloton n'est pas loin derrière. Génial, super. Il a repêché. Content? Allez, Ciné. Non, justement, c'est court. Le lendemain matin, à bout de force, Didier Rousse abandonnera le Tour de France. Invitée très encombrante et sans pitié, la chaleur. Elle poursuit son œuvre de destruction dans le peloton. Seul ce jour-là, Eros Poli, l'Italien, semble y être insensible entre Rennes et le Futuroscope. 166 km d'échappée pour l'immense équipier et meilleur ami de Mario Cipollini. Mais une fois encore, sous l'impulsion des GBMG, l'étape se jouera au sprint. Pour respecter les traditions, on attend toujours Abdou Chaparov et Ludwig, mais cette fois encore, un homme va venir troubler leur duel. Il sera le premier Slovaque à remporter une étape du Tour de France, à Zvorada l'étape, à Mousseou le maillot jaune.
Au départ de Poitiers, sur la route de Trélissac, on compte plus de 10 coureurs en moins d'1 minute au classement général. Pendant plus de 100 km d'échappée, Luc Leblanc et l'Allemand Rolf Aldag vont se disputer la première place virtuelle au classement général grâce à leur avance et par le jeu des bonifications. Mais le sursaut des équipiers de Mousséou, encore eux, les GBMG, pour préserver le maillot, va être fatal à Leblanc et Aldag. L'écart ne sera plus que de 2 minutes et 16 secondes à l'arrivée. Arrivée réglée par le Danois Hamburger. Hamburger, vainqueur au pays du foie gras et de la truffe. Une faute de goût, non ? Une image volée pour commencer. Miguel Indurain, seul sur la route, il s'entraîne pour le contre-la-montre de l'après-midi. Au menu, 64 km entre Périgueux et Bergerac, sans moteur. On retrouve Miguel Indurain dans les rues de Bergerac à 10 minutes du départ. Il semble bien sûr de lui. Le revêtement de la route qui fond sous les roues des coureurs, un parcours très dur, très exigeant, on a connu des conditions meilleures. Armstrong, le champion du monde, De Las Cuevas, le prétendant, se feront doubler. Rominger, lui, va crever, mais on ne retiendra qu'une chose, Miguel Indurain va assommer le Tour de France. À plus de 50 km/h de moyenne, il va prendre le maillot au classement général le 12 juillet. Le deuxième, Rominger, sera à 2 minutes 28. Le troisième, De Las Cuevas, à 4 minutes 40. Que dire d'autre ? Nouveau maillot jaune à Bergerac, Miguel Indurain. Pour préserver l'intérêt du Tour de France au lendemain d'une telle prise de pouvoir, il faut se nourrir d'exploits, se nourrir d'audace. Premier candidat pour ses seconds rôles, Stephen Hodge, Serpellini, Bortolami et Jackie Durand, le champion de France. Le réchappé est parti après 9 km de course seulement. Elle ira jusqu'à l'arrivée. Pour éviter un sprint qu'il redoute, Jackie Durand va partir seul. Il s'offre un démarrage d'école, à étudier, à surveiller. Bortolami, Serpellini et Hodge n'ont plus qu'apprécier.
C'est la première victoire française du Tour 94. Vous savez sans doute qu'il y en aura d'autres. C'est la veille de la fête nationale et pour la première fois cette année, le Tour a rendez-vous avec la haute montagne. On voit Pantani pour la première fois. Il change de monture pour voyager loin sans doute. Il ira loin Pantani, il ira même très loin, mais sans son leader Claudio Chiappucci. Après Greg LeMond, Chiappucci sera la deuxième des grands du peloton à quitter le Tour de France. Série en cours. Car Tony Rominger donne aussi des signes de fatigue. Pas facile de passer d'un seul coup des grands plateaux à la montagne. À l'avant, Pantani est parti, mais le final se joue entre Indurain et Leblanc. Débute alors l'un des duels les plus spectaculaires de ce Tour de France 94. À gauche, Indurain en jaune, à droite, Leblanc. C'est Luc Leblanc qui est en tête. Luc Leblanc qui va aller chercher une victoire d'étape. C'est fait. Extraordinaire scénario. Luc Leblanc, vainqueur d'étape. Miguel Indurain, lui, se contente d'une deuxième place. Mais quelque chose me dit qu'il y a du panache dans l'attitude de Miguel Indurain. On se calme, on se calme. Luc Leblanc souffle l'étape et une belle 5e place au classement général. Une 5e place qui commence à leur donner des idées. Après le jour de repos de Lourdes, le Tour de France a rendez-vous avec la première étape de véritable haute montagne. Après Durand et Leblanc, c'est lui, Richard Virenque, qui va s'offrir son jour de gloire. Une échappée de 110 km avec Peyresourde au menu, puis Aspin, puis le Tourmalet, puis Luzardiden. Devant, Richard Virenque commence son festival. Derrière, on sert la soupe à la grimace. Miguel Indurain et ses coéquipiers de Banesto ont une belle marge de sécurité. Alors ils se contentent de contrôler
ce sera leur tactique jusqu'à Paris. Devant, Richard Virenque va mettre son plan à exécution. Ses compagnons d'échappée sont un peu encombrants. Alors, il va partir seul. Marco Pantani, qui terminera deuxième de l'étape, à plus de 4 minutes de Richard Virenque, s'affirme ce jour-là comme l'un des grands grimpeurs de ce Tour de France. Mais malgré toutes ces images fortes, celui qui restera, c'est lui. Petit bonhomme de moins de 25 ans, un gamin du Var, de l'Alande des Morts, Richard Virenque entre ce jour-là dans l'histoire du Tour de France. Et voici Richard Virenque qui rentre dans le cercle restreint des grands grimpeurs du Tour, comme Chiappucci avant lui, comme Pantani après lui. C'est génial c'est fabuleux. Attendons ce maillot. Ah, il le voulait, ce maillot blanc rouge de la meilleure grimpeur. Et c'est monsieur Sergio directeur du champion de Lourdes. Et peut-être On appelle ça une étape de transition pour se remettre de ses émotions. 223 km entre Bagnères et Albi, mais comme l'actualité dans ce Tour de France ne s'arrête jamais, Tony Rominger abandonne. Le duel Indurain-Rominger n'aura pas lieu. Ah, on allait oublier, Björn Risch l'emporte à Albi. Après 20 km d'échappée solitaire, il était sorti d'un groupe pour compter 9 secondes d'avance sur la ligne.
La 14e étape du Tour de France 94, Castres-Montpellier, n'avait rien d'effrayant non plus. 202 km sans grande difficulté, mais la chaleur continue à faire son effet. Près de 20 coureurs vont abandonner ce jour-là. Gianni Bugno, double champion du monde, lui, n'a même pas pris le départ. Des abandons par dizaines, des chutes aussi. On se prend à craindre que le peloton se réduise à moins de 100 unités à Paris. La chute la plus spectaculaire du jour est pour Epner, le champion d'Allemagne. On lui posera 5 points de suture le soir et Epner ira jusqu'à Paris. Après Björn Rich et Bo Hamburger, le festival danois va se poursuivre. C'est Rolf Sorensen qui va prendre le relais. L'ancien maillot jaune du Tour n'avait jamais remporté la moindre étape. Souvenez-vous, on a déjà vu la grande silhouette d'Eros Poli du côté du Futuroscope. Cette fois-ci, on va le voir plus longtemps encore, pendant 171 km. On y reviendra. On verra Pantani également, mais tandis que Poli, son compatriote, réussit son exploit seul à l'avant, on en apprend un peu plus sur les leaders qui s'expliquent à l'arrière. Indurain, par exemple, il secoue ses adversaires sans avoir besoin de les attaquer vraiment. Luc Leblanc, qui est parti à l'avant, est victime de l'accélération du maillot jaune. Une pensée pour Tom Simpson et l'on suit Poli. Poli qui gère très intelligemment les 25 minutes d'avance qu'il comptait au pied du Mont Ventoux. Pas facile de monter 87 kilos en haut du Mont Ventoux. Pantani, qui a pris peut-être la mauvaise habitude de partir à contretemps, démontre toutes ses qualités de grimpeur. Luc Leblanc n'est pas mal non plus. Conti est là aussi. De las Cuevas, à cet instant, est encore frais. Richard Virenque défend son maillot, mais Miguel Indurain fait grosse impression. Et là, le Tour aurait pu basculer. À 4 km de Malaucène dans la descente, Miguel Indurain se fait sa plus grosse frayeur du Tour de France. Pour Poli, c'est l'image de sa vie. Le belâtre, le playboy des plages de l'Adriatique, s'offre
un plaisir solitaire. Eros, vainqueur de l'étape du Ventoux. Incroyable, inouï. Derrière, Richard Virenque s'offrira un petit sprint devant Miguel Indurain. Ça ne fait pas de mal après tout. Sur la route de l'Alpe d'Huez, il se passe toujours quelque chose. À l'avant, avec l'échappée de Roberto Conti, et derrière, avec de nouveaux abandons. Magnin et Desbiens sont dans un bateau, une galère. Un peu décourageux, il faut... Ok. Dans ce tour, finalement, c'est toujours la même histoire. Un équipier sans gloire est parti à l'avant et les grands vont s'expliquer pour les places d'honneur de l'étape et pour le maillot jaune. L'étape, elle sera offerte à Roberto Conti. Il n'avait pas remporté la moindre victoire internationale dans sa carrière. Derrière Roberto Conti, loin derrière Roberto Conti, Marco Pantani place sa 4e attaque en 4 étapes de montagne. Si Richard Virenque défend son maillot à pois, Marco Pantani va réussir à reprendre plus de 2 minutes à Miguel Indurain au sommet de l'Alpe d'Huez. Marco Pantani qui commence à songer à une place sur le podium de Paris. Ça va un peu trop vite pour Ronan Pincet. Conti Bebeto de Rome à Rio. Derrière l'Italien, Pantani réussit la bonne opération de la journée et Richard Virenque, une fois encore, s'offre quelques secondes pour se rapprocher aussi du podium de Paris. On termine par un spectacle rare sur le Tour de France. Miguel Indurain montre les dents, l'Espagnol à l'attaque pour distancer De Las Cuevas et limiter les dégâts sur Pantani et Virenque. Plus rare encore au sommet de l'Alpe d'Huez, le Mexicain Arroyo, trahi par son matériel, termine à pied. À côté de son vélo, qui pousse véritablement son vélo pour Bourdoisan, Val Thorens, quelle histoire! Un scénario de film à l'italienne. On arrive à peine au pied du Glandon et Marco Pantani est à terre. Le Tour va-t-il perdre? Celui qui est capable de bousculer Virenque pour le maillot à pois, celui qui est capable de bousculer Miguel Indurain pour le maillot jaune. L'histoire dira ensuite que c'est pour Claudio Capucci, à qui il a pensé à cet instant-là, que Marco Pantani n'a pas mis pied à terre.
En tête du peloton, emmené par son coéquipier Björn Risch, Ougroumov, le letton, se montre pour la première fois handicapé jusque-là par des problèmes dentaires. Accompagnés par le petit Colombien Nelson Rodriguez, les deux coureurs de la Gewis sont partis après 60 km de course seulement. Et derrière, comme chaque jour, les grands s'expliquent. Cette fois-ci, c'est Luc Leblanc qui tente de partir en contre. Derrière, les grands s'expliquent encore. Cette fois-ci, c'est Richard Virenque, l'autre Festina, qui attaque Miguel Indurain. Mais peut-être ont-ils tort, tous ces grands, de ne pas s'intéresser de plus près à Ougroumov, qui, c'est vrai, compte près d'un quart d'heure de retard au classement général. Ougroumov, Risch et Rodriguez sont toujours en tête. Ce jour-là, les Festina ne renoncent jamais. Après le blanc, c'est Virenque. Après Virenque, c'est le blanc. Indurain doit sortir le grand jeu pour passer devant Virenque au sommet du col de la Madeleine. Mais Ougroumov, Risch et Rodriguez sont passés depuis longtemps. Ça va beaucoup moins bien en revanche pour De Las Cuevas, malade. Le Danois Björn Risch, c'est évident, se sacrifie pour son équipier Ougroumov, mais Nelson Rodriguez, qui n'a pas pris le moindre relais depuis le début de l'échappée, parvient à prendre la roue du letton. Et l'on assiste là à la résurrection, que dis-je, à la renaissance de Marco Pantani. Il a chuté dès le pied du Glandon, il est là à l'avant, seul Luc Leblanc, pour quelques instants seulement, va réussir à prendre sa roue. La victoire d'étape, elle doit revenir à Ougroumov, c'est logique, mais Nelson Rodriguez, sans aucun scrupule, vient sauter Ougroumov sur la ligne. Pas très moral tout ça. Le numéro de Pantani, comme chaque jour, mais toujours pas pour une victoire d'étape. Et on se demande si Virenque ne commence pas à agacer Indurain en lui faisant le sprint tous les jours. Pour la petite histoire, on notera que ces 68 coureurs auraient dû être éliminés. Ils sont arrivés hors délai. Pour une fois, les commissaires seront compréhensifs. Piotr Ougroumov a été le grand perdant de la veille, volé dans l'esprit en tout cas par Nelson Rodriguez. Et comme décidément ce Tour de France a une morale, Ougroumov va s'offrir une belle revanche. Accompagné un instant par Kasputis, le Lituanien, deux républiques baltes sont représentées en tête du Tour de France. Piotr Ougroumov va cette fois-ci éviter toute mauvaise surprise en terminant seul. Derrière, comme chaque jour, les grands s'expliquent. Comme chaque jour, Indurain contrôle. Et le blanc connaît son lot de malheurs. Une crevaison, puis une autre crevaison. Un petit détail tout de même, Ougroumov, qui pointait à un quart d'heure le 20 juillet au matin, n'est plus qu'à 8 minutes 55 le lendemain soir.
vainqueur à Cluse, c'est moral, on vous le disait. Et le festival de Piotr Ougroumov n'est pas terminé. Deuxième à Val Thorens le mercredi. Premier à Cluse le jeudi. Il va s'offrir sa plus belle victoire le vendredi. Ce jour-là, pourtant, entre Cluse et Avoriaz, le sacre de Miguel Indurain était annoncé. Cette étape-là ne devait pas lui échapper. Il a très bien contrôlé jusque-là, mais face au chrono, la classe devait encore parler. Grand bénéficiaire de cette étape, Marco Pantani. Il va s'offrir la 3e place du classement général, mais la 2e place du contre-la-montre, derrière l'intouchable Piotr Ougroumov. Si Pantani est 2e, c'est donc que Miguel Indurain n'est que 3e, à plus de 3 minutes. 3 minutes 16 exactement, derrière Piotr Ougroumov sur 47 km 500 seulement. Bien sûr, l'Espagnol ne risquait rien au classement général. Il préserve 5 minutes et 39 secondes d'avance sur le Letton. Mais tout ceci est bien encourageant pour Ougroumov. Une belle satisfaction dans ce contre-la-montre, c'est bien la 4e place de Luc Leblanc, à 3 minutes 50 d'Ougroumov, mais à peine à 30 secondes d'Indurain dans un tel exercice. Ça, c'est surprenant. Surprenant peut-être également, mais tellement sympa, la 5e place de Charly Mottet, qui salue ainsi le Tour de France. C'était son dernier tour, Charly. Belle sortie, 5e du contre-la-montre. Le grand perdant entre Cluse et Avoriaz, c'est lui, Richard Virenque. Il fallait bien un jour sans. C'est aujourd'hui 47 km 500 de calvaire, une mauvaise route, un saut de chaîne. Résultat, 18e Richard Virenque, à plus de 6 minutes. Il était 2e du classement général le matin. Il ne sera que 5e à plus de 10 minutes ce soir. La 20e étape, le 23 juillet, Morzine, Lac-Saint-Point, la première étape tranquille du Tour de France, 35 km/h de moyenne, un sprint, et puis c'est tout. Mais quel sprint! Mario Chiesa, le petit coureur de la Carrera, est bien placé avec Simon dans sa roue, Vanzella aussi. Mais attention, les sprinteurs reviennent de l'arrière avec Andreu notamment. Abdou Chaparov est un peu enfermé sur la gauche de votre écran. Simon est pour l'instant le mieux placé. Simon devant tout le monde, le petit Simon de l'équipe Castorama. Mais ça va être difficile de résister à l'Armada. Attention également à Svorada, Simon, Svorada, Abdou Chaparov. Victoire d'Abdou Chaparov devant Svorada et devant Martinello.
Svorada, on a cru à un moment qu'il avait victoire. Il était loin, Abdou. Regardez Abdou, il revient derrière avec Martinello en deuxième position. Extraordinaire sprint de Abdou Japarov tout seul là, sans être emmené par personne, à la force des jambes et avec une belle ligne droite. Pour une fois, il n'a pas trop balancé son vélo. C'est bien une victoire, oui, une victoire d'Abdou Japarov devant Svorada et Martinello. C'est quand même une belle démonstration là d'Abdou Japarov. Regardez comme il est allé chercher l'extérieur là. Svorada était magnifiquement placé et comme un grand, il balance son vélo bien sûr, mais il n'y a personne à côté. Il risque, il y a Andreu qui est bien placé, il y a Simon qui est là aussi. Bontempi était venu aussi, Anderson également. Superbe spectacle là pour Abdou Japarov, vainqueur donc devant Svorada. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ici votre commandant de bord Luc Leblanc. Nous sommes sur le TGV 586 en direction de Marne-la-Vallée. Qu'est-ce que je vois là-bas? On va pas passer. 3, 2, 1. Eh ben non, on est passé. Voir les oreilles de Mickey, c'était l'objectif du peloton du Tour de France. En cette année 94, ils seront 117 à rejoindre Disneyland Paris ce 24 juillet. Là encore, et on ne leur en voudra pas, ils vont s'offrir une belle petite promenade jusqu'aux Champs-Élysées. C'est là seulement, dans Paris, que la véritable course va commencer. Comme le veut la tradition, le maillot jaune entrera dans Paris accompagné de ses équipiers et après seulement, la bagarre pour la victoire d'étape va pouvoir commencer. Et lorsque l'étape commence vraiment, ils sont 5 à se porter à l'avant. Muller, Andreu, Kaspoutis, Hamburger et le Français, Seigneur. Entre ces 5 hommes, l'entente sera parfaite. C'est la seule solution pour résister au retour du peloton. Il faut maintenant se disputer la victoire d'étape, la plus belle sur les Champs-Élysées. Andreu est parti, Hamburger va boucher le trou. Andreu est bien parti, ce serait la deuxième fois qu'un Américain l'emporte sur les Champs-Élysées. Andreu qui accélère ici encore. Oh oui, c'est pratiquement fait. Eddy Seigneur maintenant place son démarrage. Attention, Eddy Seigneur, il est capable aussi de faire un final très fort. Eddy Seigneur face à Andreu. Le vainqueur est sans doute parmi ces deux hommes. Il est parti l'Américain, mais Seigneur n'est pas loin. La victoire va se jouer sans doute entre les deux hommes. L'Américain Andreu, retour de Seigneur le Français. Seigneur qui finit très fort. Ce serait extraordinaire pour l'équipe Gann qui a tout perdu depuis le début. Après son magnifique début. Oui, Seigneur, il ne faut pas tout de suite, il faut contrer. Eddy Seigneur face à Andreu. Seigneur qui se protège derrière, qui va aller chercher. Attention, talent finisseur de l'Américain. Victoire du Français. Le Français Eddy Seigneur, vainqueur sur les Champs-Élysées. Superbe, fantastique. Victoire du Français Eddy Seigneur. Bon, un Français sur les Champs-Élysées, c'est bien, mais on se calme pour tirer le bilan de ce Tour de France. Indurain vainqueur, deuxième Ougromov, troisième Pantani. Beau tir groupé des Français, Leblanc et Virenque sont quatrième et cinquième à 10 minutes du vainqueur. Au classement par points pour le maillot vert, Jamolidine Abdou Japarov l'emporte devant Martinello et Svorada. Au classement du meilleur grimpeur, Richard Virenque le Français devant Pantani et Ougromov. Et au classement par équipe, Festina l'emporte bien
les petits Français.